Alors, on va continuer, hein, encore une fois, cette deuxième partie de notre après-midi qui est consacrée à la manière dont on affronte, dont on peut réussir à dépasser l'échec lorsque l'on est à la tête d'une entreprise. On va casser un petit peu le modèle qui a prévalu et que vous retrouverez ensuite hein, durant cet après-midi. C'est le format effectivement d'une intervention en solo, un format à la TEDx, comme on a pris l'habitude de l'appeler. Cette fois-ci, on va faire un duo. Voilà. Nous allons accueillir un duo, deux entrepreneurs qui vont nous faire partager leur expérience et les leçons qu'ils en ont tirées. Le premier, c'est Stéphane Degonde. Venez, mon cher Stéphane. Entrepreneur, également chroniqueur, également auteur d'un ouvrage, J'ose entreprendre, et qui sort aujourd'hui, je crois, en livre de poche. Aujourd'hui même en format poche, il est sorti en 2015. Voilà, et donc vous aurez peut-être la possibilité de vous le faire dédicacer au terme de cette séance. Vous êtes également expert en management, en leadership, vous accompagnez effectivement des entrepreneurs dans leurs aventures. Vous pouvez prendre place à sur l'un de ces fauteuils. Et le deuxième, c'est Philippe Lapidus. Alors Philippe, à l'origine, c'est l'un des vôtres. Il était expert comptable de formation. Et puis ensuite, le virus de l'entrepreneuriat a fini par... J'avais bien commencé. Mais vous allez voir qu'il a très bien poursuivi également son parcours, mais avec voilà, des aléas. Serial entrepreneur, une première entreprise qui a connu quelques difficultés, d'où le sens de votre témoignage. Une deuxième, une success story, c'était Subventium. Une autre entreprise, et puis une dernière entreprise, Merci Jérôme, que certains d'entre vous ont déjà peut-être découverte, dont ils ont déjà savouré les produits, et qui a toutes les allures d'une nouvelle success story. Allez rejoindre Merci. Stéphane, Philippe, bienvenue. Alors d'abord, je vous remercie l'un et l'autre parce que vous avez accepté très clairement de partager avec nous la manière dont vous avez pu vous planter, voilà, parce que ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Et j'aimerais que vous nous racontiez ça, qu'on rentre véritablement dans le vif du sujet. Comment un jour, alors que vous consacriez toute votre énergie, toute votre créativité à votre entreprise, comment un beau jour s'est-elle ouverte sous vos pieds? Stéphane, puisque vous l'avez raconté. Alors en plus, moi je partais plutôt pas mal dans la vie puisque j'étais fils et petit-fils d'experts comptables et commissaires aux comptes. Donc, vous voyez, les bonnes fées s'étaient penchées sur mon berceau, pardon. Cerveau aussi, sur votre cerveau aussi, j'en suis témoin, il a été chroniqueur dans notre émission, le cerveau fonctionne très bien. Et en fait, moi j'ai commencé ma vie en tant que salarié dans des grands groupes. J'ai commencé chez PwC, et puis après j'ai fait de la finance chez IBM, puis de la stratégie dans un groupe industriel. Et au sein de ce groupe a émergé une idée, j'ai travaillé pendant 6 mois, et en fait j'ai créé en 2008 une start-up qui était une émanation en fait, du groupe dans lequel je travaillais, qui était sur un sujet d'innovation. Et donc j'ai lancé une start-up spécialisée dans les instruments de paiement. En fait, pour faire très concret, on montait des solutions cartes, chèques et coffrets cadeaux pour des grandes marques, donc des grandes marques retail, des groupes hôteliers, ou des éditeurs de coffrets cadeaux. Et on opérait sur 3 métiers, le manufacturing, la logistique et la monétique. En fait, c'est une start-up qui s'est développée comme une start-up. On a créé en août 2008, on a fait une levée de fonds en septembre 2008, une levée de fonds de 300 000 €, qui nous permettait d'amorcer un certain nombre de développements. Et puis, alors ça n'aurait pas été une licorne à la Blablacar, évidemment, mais c'était une boîte qui avait quand même un bon potentiel et qui s'est, entre guillemets, gentiment développée pendant 3 années. Elle était rentable au bout de 3 ans. On allait faire un peu plus de 2 millions € de chiffre d'affaires. Et il nous est arrivé une drôle de mésaventure, moi ce que j'appelle une catastrophe thermonucléaire pour l'entrepreneur. En fait, on avait une quinzaine de clients, dont un gros, qui était supporté par un fonds d'investissement. Et ce gros a été liquidé en 15 jours sans que personne ne le voie venir. En fait, ce qui s'est passé, donc acteur qui représentait 50% de notre chiffre d'affaires, on était en train de casser la dépendance, parce que tout l'enjeu d'une entreprise comme la nôtre, qui était en plus sur un marché B2B, c'est qu'en B2B, il y a toujours un gros, en fait, un client qui devient plus gros que les autres très vite. Et donc l'enjeu du start-upper ou de la jeune entreprise, en tout cas, c'est de réduire, de casser cette dépendance le plus rapidement possible. Ça devient diversifier ses risques. De diversifier, alors pas forcément en activité pour nous, mais plutôt en termes de portefeuille client. Et donc on était en train de le faire, puisque 2 jours avant la liquidation judiciaire de notre plus gros client, on avait signé avec l'un des plus gros acteurs des groupes hôteliers pour monter leur gamme de coffrets cadeaux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que soudainement, le 17 juillet 2012, juste un tout petit peu avant, le fonds d'investissement a dit qu'il ne continuait pas à soutenir cette entreprise. La décision en fait, du propriétaire du fonds a été prise le 14 juillet. Il a décidé d'arrêter, lui, d'accompagner cette entreprise. Le 17 juillet, il déposait le bilan et le 2 août 2012, elle était liquidée au tribunal de commerce en à peu près 2 minutes. En fait, la conséquence pour nous, elle était terrible puisqu'on s'est retrouvé avec une perte sèche de chiffre d'affaires d'1 million €. Et on s'est retrouvé surtout avec une créance impayée de 212 000 € en pleine levée de fonds.
Donc trésorerie totalement asséchée, personne ne l'avait vu venir, c'était un des acteurs importants du coffret cadeau, Challenger. Pour la petite histoire d'ailleurs, les acteurs comme Auchan, Carrefour et Leclerc ont continué à vendre des coffrets cadeaux de cette marque après la liquidation judiciaire, donc tout avait été bien informé. Et donc moi je me suis retrouvé en plein mois d'août, un 2 août, dans une situation qui est un peu compliquée, parce qu'en France il se passe un truc, c'est qu'il y a des grandes vacances, et qu'elles commencent à peu près le 21 juillet, qu'elles terminent le 31 août. Et donc là, vous n'avez plus personne. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé à devoir trouver une solution totalement impossible, soit de recapitalisation, soit de vente même de l'entreprise, parce qu'on était tellement planté que de toute façon, on n'avait plus tellement le choix. J'avais pas d'interlocuteur. Les investisseurs avec lesquels on discutait nous ont dit, bah, écoutez, nous, en fait, on ne sait pas faire. C'est pas qu'on n'a pas envie, en fait, c'est qu'on ne sait juste pas faire. Ça, c'est du retournement. Nous, on fait du développement, donc votre sujet ne nous intéresse plus. Donc, ils se sont désengagés. Donc moi, j'avais 2 mois de trésorerie. Et puis, il y a un truc qui nous est apparu assez rapidement insupportable, c'est-à-dire qu'on gérait des instruments de paiement. Et donc, on gérait les cartes prépayées des marques qui étaient nos clients. Et si jamais notre boîte tombait, tous ceux qui détenaient une carte cadeau de la marque avaient une carte qui passait de la valeur 25 € à 0 instantanément. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'acteur du coffret cadeau, puisqu'il y a 84 000 clients qui ont été plantés, et il y a 6 millions d'euros de valeur qui se sont évaporés en l'espace d'une journée. Et nous, assez vite, on s'est dit, ça c'est un truc qui n'est pas possible pour nous. Donc on a prévenu tous nos clients en disant, écoutez, solution difficile à trouver. Ce qu'on s'engage à faire en revanche, c'est que si on sait à un moment que la solution est quasi impossible, on vous fait tous basculer sur des plateformes alternatives. Et on a pris la décision avec mon associé, fin septembre, de dire fin de l'histoire, on fait tout, basculer tout le monde et on se saborde. En fait, on demande la liquidation judiciaire. C'était le début de la résilience, en fait, justement, que en fait, ça a été préserver l'avenir. Merci Arnaud de le dire comme ça, parce que pour nous, ça a été bon. Alors, mon associé partageait les mêmes valeurs que moi sur le sujet, et ça a été le début de la suite. C'est-à-dire qu'on a fait une sortie propre qui nous a permis derrière de faire des missions de conseil pour nos clients qui ont trouvé qu'on avait été quand même plutôt faire sur le sujet. Et donc, on a tenu pendant 4-5 mois post-liquidation, parce que là, quand vous liquidez, ça dévaste tout sur son passage. Hein, plus de boulot, plus de salaire, plus d'appart, plus de nana, parce qu'elle est partie avec l'eau du bain. Et donc, vous vous retrouvez quand même un peu seul. Et donc... c'est dur. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Et c'est les 3D. Hein. Mais ça finira bien. Mais ça finit bien. Partez pas tout de suite, il y a des choses positives derrière. Et donc, ça nous a permis de tenir et puis après de repartir sur quelque chose, voilà, de façon un peu bancale, mais on est reparti. On reviendra sur ce rebond tout à l'heure. On va se tourner vers vous, Philippe. Allez, livrez-vous au même exercice. Racontez-nous votre failure story. C'est sympa d'être invité pour raconter comment on s'est planté, finalement. Ouais. Mais c'est peut-être plus intéressant. Moi, j'avais donc bien commencé. J'ai été diplômé expert comptable à l'âge de 25 ans. J'étais commissaire aux comptes et j'ai exercé à peu près 6 ans. J'avais mon cabinet, j'avais un associé. Et puis, je vais me payer un séminaire organisé par le Conseil supérieur de l'ordre de l'expert comptable. Et puis, je décide, lors de ce séminaire, à l'issue de ce séminaire, de dire, bon, en fait, l'objectif de ce séminaire, c'était de dire comment je vais développer mon cabinet. Et puis, à l'issue de ce séminaire, je décide de vendre mon cabinet parce qu'un des consultants me fait prendre conscience que finalement... Que quelqu'un d'autre le développerait mieux que vous. C'était ça. Non, que j'étais plus un entrepreneur qu'un expert comptable. Bon, moi, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs dans la mode. Il y a eu des succès assez importants dans ma famille. Donc, il y a quand même un forme d'atavisme au départ. Alors, j'ai dit, je vends le cabinet d'expertise comptable, j'explique ça à ma femme. Et puis, je lance une activité qui s'appelle You Can Too. C'était un logiciel, un guide interactif pour aider les entrepreneurs à créer leur entreprise. Et donc, en gros, c'est le pendant du livre Comment créer sa boîte, mais en version interactive. Et là, ça coûte beaucoup plus cher à produire. Et donc, après 3 années, en 2003, je me suis planté. Ça a été quand même assez difficile et j'ai dû déposer le bilan. Alors 2003, c'était aussi l'année où j'ai perdu mon père. Donc, mais finalement, la perte de mon père, c'était en avril. Le dépôt de bilan, c'était en juin. Donc on va au tribunal de commerce. Après avoir été expert comptable, toute ma famille me disait mais t'es complètement fou parce que t'avais un super métier. Et puis finalement, tu te plantes. Voilà, on t'avait dit que t'allais te planter, tu t'es planté. Donc c'est quand même, on est assez seul. Voilà. Et alors je vais vous donner des chiffres. Ça ne marcherait pas. Je vends mon cabinet d'expertise comptable, je le vends peut-être 200 000 €. Allez, je vais vous donner les chiffres. On va tout mettre sur la table. Je dépose le bilan, je me retrouve à peu près personnellement avec un patrimoine de moins de 200 000 €. 2 enfants. La femme est restée. Elle n'a pas fui. Mais voilà, bon. Et là, on est au fond. Je veux dire, donc, on se dit, bon, bah, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Et j'étais dans une incroyable sérénité.
Et j'ai, par ce diplôme d'expert comptable, pu trouver un job dans le groupe Célio comme responsable administratif où je suis resté 10 mois. Et j'ai germé le prochain projet parce que finalement, quand on est entrepreneur, je me suis posé la question, je me dis est-ce que allez, je me range, je me mets salarié et puis après je verrai, ou je me relance. Et j'avais fait une rencontre dans mon activité d'éditeur de logiciel de quelqu'un qui était spécialisé dans le montage de dossiers de subvention. Et j'ai dit c'est sympa, ton métier. Il me dit bah écoute, je prends 2 à 3 mois de vacances par an, je vais voir des entreprises et je les aide à obtenir une subvention et puis je prends un pourcentage quand ça marche. J'ai dit écoute, c'est génial ton métier. Moi quand j'étais expert comptable, je faisais payer la TVA, les charges sociales. Là je leur ramène de l'argent. Et je lance Subventium, mais je demande à un copain de m'aider pour la partie commerciale. Je lui dis écoute, on ne va pas s'associer, juste chacun, on est indépendant, mais toi tu fais la partie commerciale, moi je traite les dossiers. Et là, les astres sont alignés. La rencontre, le travail avec Laurent Scheinfeld, mon associé, se passe extrêmement bien. Et de 2005 à 2010, la boîte cartonne et on passe de 0 à 7 millions d'euros d'honoraires. Et on se retrouve avec 30 consultants. Et j'ai une offre de vente en 2010 où je vends 10 millions d'euros la boîte. Donc je pars moins 200 et on se retrouve à 2 avec 10 millions d'euros. Alors vous allez dire, ça y est, c'est magnifique. Mais finalement, je me trouve dans une situation, et j'ai écouté les précédents consultants, je dis mais j'étais pas bien. Alors je vais pas vous faire ça, pas une séance de psychanalyse, puisque finalement je vous raconte que là j'ai réussi, j'ai gagné le tournoi de Wimbledon, j'ai gagné la dot, mais j'étais pas bien. Et je pense que j'ai pas arrêté de faire des conneries après. C'est-à-dire qu'effectivement l'ivresse du succès, c'est un sujet. Alors justement, un premier échec, la success story Subvention, ensuite quelques mésaventures à nouveau, quelques aléas, une nouvelle success story que vous êtes en train d'écrire, de commencer à écrire. Alors, avant de créer Merci Jérôme, où on est boulanger et restaurateur, on voulait se lancer avec des amis anglo-saxons dans les jeux d'argent en ligne. Bon. Et là, on a perdu beaucoup d'argent. Voilà, donc nouvel échec. Et Merci Jérôme, qu'on a lancé donc, il y a 5 ans, qui aujourd'hui emploie 70 personnes et fait à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, la question que j'ai envie de vous poser et que je poserai à Stéphane quand ensuite il va nous raconter son rebond également, c'est quelles leçons vous avez tirées de votre échec, de vos plantades diverses et variées, dans la manière dont vous abordez aujourd'hui l'aventure de la croissance et de l'hypercroissance, on l'expert pour Merci Jérôme. C'est vrai, j'ai beaucoup plus appris dans les échecs que dans les succès. C'est-à-dire qu'on n'analyse pas trop ces succès. Enfin, on se dit, voilà, les astres étaient alignés, tout était là au bon moment, la bonne rencontre, la réforme du crédit d'impôt recherche qui arrive au bon moment. Bon, la stratégie était bonne, hein, c'était pas, ça ne s'est pas fait par hasard, mais on apprend à se connaître. Moi, j'ai appris finalement que j'étais assez résistant face à tous les problèmes, face à tous les déboires. Donc je me suis un peu... Les tartes dans la tronche, comme le disait Idriss. Voilà, je me suis un peu découvert résilient, résistant, et je me suis trouvé aussi, alors rétrospectivement, finalement très mauvais dans le succès. C'est-à-dire une fois que le succès arrive, tous mes capteurs étaient brouillés, j'avais l'impression de prendre que des mauvaises décisions. Donc j'ai beaucoup moins appris de mes succès, mais je ne peux pas vous faire une liste hyper rationnelle de tout ce que j'ai appris dans ces périodes-là. Mais ça veut dire peut-être que vous veillez à la manière dont vous structurez votre regard de rapprocher aujourd'hui à la tête de Merci Jérôme pour justement rééquilibrer tout ça. Je dirais que je crois beaucoup au cerveau collectif. J'ai été meilleur quand je me suis associé que seul à essayer de monter un projet. J'ai des défauts, des manques, des lacunes, et je les ai toujours... entre guillemets, couverte en m'associant. Je crois vraiment à la vertu du cerveau collectif. Après, se lancer dans la restauration, finalement, il n'y a rien d'innovant. Après, c'est la manière dont vous le faites. Vous pouvez donner votre idée, deux entrepreneurs réaliseront les choses de la manière différente. Donc, c'est ça, c'est votre foi et le fait d'aimer ce qu'on fait qui a fait la différence. C'est l'exécution qui fait la différence dans la vie entrepreneuriale. Stéphane, comment est-ce que vous avez rebondi, vous, et puis quelles leçons avez-vous tirées quand même de cette expérience? On voit bien qu'elle a été et brutale et douloureuse. Moi, l'amorce du rebond, elle tient en un billet d'avion et un carnet à une terrasse de café. Billet d'avion, pourquoi? Parce que après mes missions de conseil pendant 4 mois, je me suis retrouvé à me réveiller tous les matins à 5h30 pour aller marcher entre 6h et 8h en écoutant de l'anglais dans les rues de Paris. Parce que c'était la seule façon en fait, que je trouvais utile pour occuper mon temps le matin et puis pour essayer de me changer un peu les idées. Alors ça, j'ai fait ça pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, je connaissais quand même pas mal le centre de Paris. Et je commençais à vraiment broyer du noir. Donc le seul ressort que j'ai trouvé, c'était d'aller sur Internet un soir. Et en 2 clics, j'ai pris un billet pour Brisbane. Je ne savais pas très bien ce que j'allais y faire, en fait. Je partais 3 mois.
J'avais juste pris le billet d'avion, vol sec, voilà, juste sac à dos. Je partais 3 semaines plus tard et je partais donc pour l'aventure 3 mois, sans objectif particulier, si ce n'est qu'essayer de me changer un peu les idées. Quand je suis arrivé là-bas, je vous avouerai que le premier soir dans la colocation avec 10 Coréens de moins de 20 ans, je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre ce truc à 40 ans, je ne suis pas sûr que ce soit le bon schéma pour rebondir. Et donc là, j'ai passé 3 mois à faire du surf, courir et de la marche méditative sur les plages, c'était hyper sympa. Et ça a été un peu le début en fait, de la reconstruction. C'est-à-dire que ce temps utile que je n'avais jamais pris jusqu'ici, j'ai commencé à me poser des questions, un début de questions. Et quand je suis revenu, en fait, je suis resté tout de suite en mouvement, je suis rentré dans des associations, je voulais surtout pas en fait, qu'il y ait un espace vide en fait, dans ce moment de retour. Et je me suis surtout mis à une terrasse de café parce que ce qui m'était arrivé, en fait, la première réaction à la liquidation judiciaire, ça avait été en fait, un sentiment de victimisation totale. C'est-à-dire que je suis passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en fait, surtout les plus sombres, et je me disais, je suis une victime, c'est injuste, tous les gens sont cons autour de moi, enfin bref, je suis passé par toutes ces couleurs-là. Et quand je suis revenu en fait, de ce voyage en Australie, je me suis dit, mais finalement, est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas préparé le terrain fragile? C'est-à-dire que, est-ce qu'au-delà des facteurs extérieurs qui sont imposés à l'entreprise et quelque chose d'hyper brutal qu'on n'avait pas vu venir, est-ce que je n'aurais pas participé, été l'artisan en fait, du terrain fragile de l'entreprise? Quand vous entendez un avion qui s'écrase, c'est jamais le fruit en fait, d'un événement unique, c'est toujours une série de défaillances, qu'elles soient techniques ou humaines. Et est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, je n'avais pas préparé, au fil du temps, au cours des 3 années, en fait, ce facteur de défaillance répété? Donc j'avais créé, et donc c'est ce que j'ai fait avec mon carnet, hein, j'ai commencé à faire l'histoire à l'envers, et j'ai essayé de voir si, notamment sur les aspects humains, j'avais pas, par mes renoncements, mes mauvaises actions, mes croyances infondées, etc., j'avais pas préparé ce terrain-là. Et en fait, ce qui a été assez étonnant, c'est qu'en 2 ou 3 week-ends, j'ai noirci des pages et des pages de carnet. Et donc, fort de ça, je me suis dit, mais si moi, en tant qu'entrepreneur, j'identifie autant de facteurs de fragilité qui sont finalement de mon fait, est-ce que les copains, tous entrepreneurs, ils sont pas dans la même configuration? Et ça a été un révélateur, et j'ai décidé d'écrire un livre là-dessus. Et je suis allé à la rencontre de 51 entrepreneurs avec un cahier des charges qui était tout simple en fait. C'est que je voulais aller explorer le territoire du sensible. Je voulais aller gratter sous la carapace, sortir de ces postures toujours positives. Quand vous interviewez un entrepreneur, il est sur l'estrade, il fait son numéro de claquette et il vous dit « Tout va bien, je suis dans le succès total, ma boîte se développe comme jamais, je vais être bientôt riche, etc. » Donc ça, c'est le PowerPoint en couleur. Et quand le gars il rentre chez lui le soir, c'est le tableur Excel en noir et blanc. C'est-à-dire que c'est la réalité des chiffres. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Et quand le mec il est avec ses chaussons et son caleçon devant son tableur, c'est nettement moins glamour. Et c'est ça que j'ai voulu aller chercher. J'ai voulu en fait que ces 51 entrepreneurs, il y a très belle réussite là-dedans. Il y a des boîtes comme My Little Paris, With Even, Mon Album Photo, etc. J'ai voulu comprendre au contact de ces entrepreneurs ce qu'ils vivaient au quotidien, loin des postures positives et hyper successful, pour qu'ils me disent vraiment en fait ce qu'ils ressentaient, toutes les bêtises qu'ils avaient pu faire. Et donc, je les ai allongés sur le divan. Et le livre que j'ai produit, en fait, que j'ai commis, c'est exactement ça, c'est d'essayer de comprendre la nature profonde et la vérité des entrepreneurs au-delà, en fait, de toutes les postures tellement positives et fake. Ce que l'on perçoit effectivement à travers vos témoignages et ce que l'on constate également au fil des témoignages qui constituent la trame de votre livre, c'est que la capacité à la résilience qui est si importante pour un entrepreneur, ça commence par un travail sur soi. C'est une banalité, mais on le voit véritablement en action. Alors, moi je l'ai fait pour 3 raisons. Et puis après j'expliquerai un peu tout le cheminement, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il faut une amorce, et puis après il y a plein de trucs qui se passent, quoi. Moi je l'ai fait parce que déjà j'avais le rêve d'écrire depuis hyper longtemps, j'aime beaucoup ça. Et donc, ça faisait 25 ans que je m'inventais de mauvaises excuses pour me dire, je disais à tous les copains, je suis en train de prendre des notes, j'ai pris 25 ans de notes, vous imaginez un peu les volumes de papier que j'ai noircis, mais il ne se produisait absolument rien. Donc, je me suis fait un cadeau, je me suis lancé dans l'écriture d'un bouquin. Dans un contexte particulier, hein, je n'avais pas de chômage, j'avais rien du tout, plus d'argent, quelques dettes, donc vraiment mode frugal. Hein. La deuxième chose, c'est que j'avais besoin de faire le deuil. C'est que c'était en fait un vrai travail sur moi. Je me suis posé des tas de questions. Et puis la troisième chose, c'est que j'avais envie de le partager. C'est-à-dire que j'avais vraiment cette espèce d'envie d'exprimer ce que j'avais vécu pour aider, pour que voilà, ce soit compris par d'autres. Et donc je me suis lancé dans cette aventure. Et ce qui est assez génial, alors je me suis retrouvé des semaines durant, en plein mois de mars et avril, à écrire à la Baule, tout seul, en plein hiver. Et ce qui est assez génial, en fait, c'est que ça, c'est une amorce de plein de choses. Enfin, il y a des partis politiques qui s'appellent En Marche. Moi, je crois beaucoup à la logique du mouvement. Voilà, le en mouvement. Et en fait, le en mouvement, il entraîne plein de trucs. Donc, il faut toujours être dans le mouvement. La symbolique de ma marche le matin entre 6h et 8h, c'était exactement ça. C'est rester en mouvement. Et donc, ce qui s'est passé, j'ai été sollicité
pour intervenir sur BFM, j'ai un blog sur l'Express, j'ai fait des formations pour HEC en Afrique. Et tout ça pourquoi? Tout ça parce que je me suis lancé dans cette écriture de bouquins. Je suis parti sans éditeur et en fait, en l'espace d'un mois, j'ai trouvé un éditeur et le bouquin est sorti en janvier. Philippe, sur cette idée que la résilience entrepreneuriale, elle est indissociable aussi d'un travail sur l'intime, vous êtes d'accord? On le fait toujours, hein, en permanence, un travail sur soi, ça ne s'arrête jamais, c'est des cycles. J'ai appris à chaque expérience. Alors est-ce que c'est vrai que la démarche finalement de se poser, de s'arrêter, de se poser les vraies questions, c'est super. Faut avoir envie de le faire, parce que finalement c'est une envie de le faire, on peut toujours s'organiser pour faire quelque chose à la fin. Mais le mouvement dans lequel on est, c'est vrai qu'après le succès que j'avais eu, j'avais la hantise de ne pas me retrouver plus pauvre qu'avant. C'est-à-dire parce qu'on se voit, parce qu'on a pris des habitudes, on s'est acheté le bel appartement, on s'est acheté, etc. Puis on n'a pas envie de perdre ça, on est un peu victime du matériel. Peut-être on doit dire, mais c'est la vérité. Donc on rentre parfois dans une peur, et le pire des ennemis, c'est la peur, hein, finalement. Et la peur de se planter, la peur de perdre. Finalement, la pire des peurs, c'est la peur de la critique. Il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup permis de faire ce travail. C'est un livre assez connu que vous devez sans doute connaître, écrit par un auteur qui est né à la fin du 19e, qui s'appelle Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Réfléchissez, devenez riche, qui a été vendu, c'est un auteur qui est mort dans les années 70, et lui en fait il a interviewé, comme toi, des milliers d'entrepreneurs. Il a mis 20 ans à la demande d'Andrew Carnegie de faire ce livre, de publier la première philosophie sur le succès. Et il a analysé tous les gens qui avaient réussi, qui s'étaient plantés. Il a sorti 13 étapes vers le succès. Et donc je vous encourage, voilà, Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill, si vous avez envie de vous poser des questions. C'est à mon avis un des premiers livres sur le développement personnel. On va prendre une minute en plus avec chacun d'entre vous. Vous évoquiez tout à l'heure, Stéphane, qu'au moment où la Terre, encore une fois, le ciel vous est tombé sur la tête et la Terre s'est ouverte sous vos pieds en même temps, l'environnement n'a pas véritablement été au rendez-vous. On est là face à des professionnels de l'accompagnement des entreprises, y compris dans leur phase de difficulté. Si vous aviez un souhait sur ce qu'il faudrait optimiser dans cet accompagnement des entrepreneurs, dans des phases telles que celle-ci. Non, je ne dirais pas qu'il n'a pas été au rendez-vous. Au contraire, on avait en fait un expert comptable qui nous a très bien accompagnés, très bien conseillés. Quand on se retrouve, en fait, effectivement, la Terre s'ouvre, hein, tout est dévasté. Déjà, la famille joue un rôle absolument considérable. C'est-à-dire que sans famille, on se retrouve vite sous les ponts. Hein. Donc moi, j'ai été énormément aidé par la famille. Moi, ce qui m'a le plus frappé, et je tenais à le dire, c'est que c'est quelque chose qui est de l'ordre parfois de l'imperceptible, mais c'est le regard des gens qui a changé. En l'espace d'une minute, en fait, je suis passé d'un statut d'entrepreneur qui avait une entreprise qui se développait, voilà, de façon assez intéressante, et je suis passé en l'espace d'une minute à quelqu'un qui ne représentait quasiment plus rien, en fait, sur le plan social. Je trouve que l'accompagnement, ce qui est absolument clé dans l'accompagnement des entrepreneurs, enfin par exemple des experts comptables, hein, c'est d'essayer de se remettre véritablement au contact et sortir de la dimension de la posture purement technique et de rentrer vraiment dans la sphère humaine pour essayer de comprendre quels sont tous les travers, justement, quelles sont les failles en fait, des gens qu'ils accompagnent. Parce que tous ces gens ont des failles. Moi, tous les entrepreneurs m'ont dit, les 51, on s'est lancé là-dedans, on ne savait pas faire. Donc on apprend tous sur le tas. Donc ce qui est hyper compliqué, c'est que comme on apprend tous sur le tas, on fait plein de bêtises. Moi, ce que j'aurais sans doute aimé, c'est que on joue un peu le garde-fou sur les prises de risque sur l'aspect personnel. Parce qu'on parlait tout à l'heure de sacrifice. Je crois que c'est Idriss qui parlait de ça, de logique sacrificielle. Il y a un truc qui est très français, c'est cette logique sacrificielle. Vous regardez dans le sport, les Français, nous, en fait, on est super forts pour se défoncer comme des malades et gagner en demi-finale. Et puis alors après, en finale, on se fait exploser par les Américains ou ceux qui sont vraiment dans la logique d'efficacité. Mais c'est pas très grave, en fait, parce que nous, on a gagné contre les All Blacks en demi-finale, donc ça, c'est génial. Et donc, on est vraiment, il faut que la victoire, elle doit être belle, quoi. Il faut que ça soit flamboyant, il faut que ça envoie. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il faut réussir à faire en sorte que les entrepreneurs reviennent vers quelque chose de pratique, de rationnel, de ne pas mettre en danger notamment la sphère personnelle, la famille, les endettements massifs, etc. Parce que c'est la capacité du rebond qui est complètement annulée dans ces cas-là. Et vous, Philippe, une minute pour un commentaire. Alors, pour l'accompagnement, moi, quand je me suis planté avec... quand j'étais expert comptable, je n'avais pas d'expert comptable. Forcément, j'étais expert comptable. Quand j'ai créé You Can Too dans l'édition de logiciels, j'ai eu un expert comptable, qui était un copain avec lequel j'ai fait mes études.
Et quand j'ai déposé le bilan, bah, il a été planté, le pauvre. En plus, il n'a pas reçu d'honoraires, mais il s'est resté un bon copain. Mais après, dans mes aventures suivantes, j'ai changé d'expert comptable parce qu'on a besoin de changer d'équipe. Et finalement, l'accompagnement, il se fait parfois par l'associé que l'on a. C'est-à-dire, c'est vrai que l'entrepreneur est quelqu'un d'assez seul. Donc celui qui est seul a besoin d'avoir vraiment un dispositif autour de lui pour le conseiller et pour le challenger. Quand on est associé, on a quand même ce confort de pouvoir se challenger en permanence. Et ça, c'est très important. Mais c'est vrai que ce même expert comptable qui m'a accompagné pour Subventium et puis pour d'autres aventures derrière, il est extrêmement important parce qu'il vous connaît, il connaît les succès, les échecs, il vous connaît bien. Et voilà, vous avez toujours un vrai miroir de ce que vous êtes. Donc, c'est tout l'intérêt de l'accompagnement à ce titre. Merci à tous les deux. Je pense qu'on peut les applaudir effectivement pour nous avoir fait partager cette expérience avec beaucoup de franchise et de clarté. Merci infiniment.